Que de Morieux, les rôlistes, je suis Sébastien, et aujourd'hui on est le 5, et donc ça veut dire que je vais répondre à la question numéro 5 de RPGED. La question est la suivante, un jeu de rôle bien écrit. Waouh. Et le mot-clé de la journée, excusez-moi, c'est writing, donc écriture, écrire, voilà. Si ça vous dit, vous pouvez vous lancer là-dessus. Alors moi je vais essayer de répondre à la question. Un jeu de rôle bien écrit. Qu'est-ce que ça veut dire bien écrit d'abord ? Est-ce que bien écrit, c'est dans le sens où ce sont des règles faciles à lire? Est-ce que ce sont des règles où il n'y a pas de malentendu, où il n'y a pas de... où les choses... où il n'y a pas de quiproquo? Ou est-ce que c'est bien écrit dans le sens où l'univers est bien développé et vous avez envie de lire... Oula, pardon, je tape, je fais trembler la caméra. Ou bien vous avez envie de lire le jeu de rôle et son univers comme si c'était un roman. Parce que pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Mais, si je dois dire un jeu de rôle bien écrit, alors que j'ai dans ma bibliothèque, c'est toujours ça le problème. Un jeu de rôle bien écrit dans ma bibliothèque de jeux de rôle, bah écoutez, je vous retrouve de l'autre côté du fondu, quand j'ai fait le tour de ma bibliothèque et que je reviens avec un livre. Voilà les bouquins. Et donc je vais pouvoir répondre à la question, donc des jeux de rôle bien écrits. Alors, le premier jeu de rôle bien écrit dans le sens où celui-là, je l'ai bouffé d'un bout à l'autre, quasiment d'une traite, parce que déjà, il est bien écrit dans le sens où il est bien écrit dans le sens où il y a suffisamment assez de matériel, assez d'informations pour pouvoir jouer, comprendre le système, comprendre l'univers et pouvoir démarrer rapidement. Vous n'avez pas besoin de vous cogner, il n'y a pas 100, 150 pages, 200 pages en trop, en gros. Il est écrit juste comme il faut. Il a bon volume. Voilà, je ne trouvais pas le mot. C'est un jeu dont j'ai déjà parlé, mais je continuerai à en parler, parce que c'est un jeu que mécaniquement j'aime bien. L'univers est quand même dur, très dur. Puisque le jeu en question, c'est Warsaw. J'en ai déjà parlé plein de fois. Je crois que j'ai même fait une vidéo à propos de ce jeu. Donc, voilà, premier jeu lequel était bien écrit, parce que, disons que vous avez à peu près... Laissez-moi retrouver mes pages, voilà. À peu près, donc, vous avez le bouquin, il peut être coupé en deux, en gros, hein, on va dire. Enfin, peut-être pas en deux, mais 2 tiers, 1 tiers. Ouais, presque 2 tiers à 1 tiers. 1 tiers... Le premier tiers, c'est le background, c'est l'univers. Le deuxième tiers, c'est le système et les scénarios. Et si je comptais les scénarios comme du lore, bah on est effectivement à moitié-moitié. Et ça, c'est un bouquin, la partie sur l'univers, je l'ai vraiment dévoré parce qu'elle est vraiment très intéressante. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais vite vous le redire, c'est un univers dans lequel la Première Guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée. On est en 1960 et des brouettes, et la Première Guerre mondiale continue toujours. Les Allemands et les Soviétiques ont étendu... Enfin, la guerre s'est contractée uniquement quasiment sur la Pologne, et le cœur du conflit est sur l'ancienne capitale polonaise, Varsovie. Et en fait, la Pologne n'existe plus. C'est devenu un immense champ de bataille qui a été détruite par la folie meurtrière de cette guerre, par le Deuxième Empire allemand et le bloc soviétique, les communistes. Et donc, au milieu de tout ça, malgré tout, encore, et malgré 60 ans de guerre, 50 ans de guerre à peu près, les Polonais existent encore, ils vivent encore parmi leurs pays en décombre, et il y en a certains qui essaient de se battre pour récupérer leur pays. Et c'est... Moi, je trouve que c'est une histoire qui parle à tout le monde, quoi. C'est énorme. Vous pouvez jouer un soldat de l'Empire allemand, vous pouvez jouer un soldat soviétique, vous pouvez jouer un civil qui essaie de survivre, ou un civil qui s'engage et qui va essayer de faire des opérations pour libérer des rues, des quartiers, et finalement essayer de mettre dehors ou de foutre suffisamment le sbeul pour
que les deux machines de guerre s'enrayent et que le conflit arrive à sa fin. En gros, ça va être ça votre objectif. Enfin, il n'y a pas vraiment d'objectif, vous faites l'objectif que vous voulez. Si vous jouez une équipe d'une des deux factions, bah, ça va être d'amener la faction à sa victoire. Il y a plein de choses comme ça. Voilà, c'est un univers assez libre. Vous êtes dans un pays en guerre depuis 50 ans, donc en gros, les lois n'existent plus. La bienséance et l'humanité, elle, existent, même si elle est au cœur des décombres, mais elle existe toujours. Et c'est vraiment... c'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est que vous pouvez en faire le truc le plus sombre et le plus désespérant que vous voulez, ou bien au contraire, vous pouvez le faire, cette histoire, comme étant la graine de l'humanité qui survit et qui va commencer à refleurir au milieu du chaos. Moi, je trouve ça très sympa. Comme dit, c'est ce genre d'histoire qui nous manque actuellement, des histoires d'héroïsme, des histoires vraiment de volonté de redonner l'exemple, de remontrer l'exemple, de montrer ce qui est bien, ce qui est bon. Et autre système qui est bien écrit, dans le sens, celui-là, facile à comprendre, facile à lire et agréable, vous le savez, vous n'êtes pas surpris, Chroniques oubliées. Là, j'ai pris le contemporain, ça aurait pu être le fantasy, ça aurait pu être le galactique. Voilà. C'est un système qui est proche qui est du D20, donc proche de Donjons et Dragons, proche de Pathfinder, mais qui est vachement plus léger et vachement plus simple. Vous avez vos scores vos modificateurs, je devrais plutôt dire, de Karak, parce que c'est ce qui compte plus. Les valeurs sont utilisées très très rarement. Vous avez vos modificateurs de caractéristiques qui vont interagir sur vos dés. Vous avez les voies que vous avez choisies pour construire votre personnage, qui vont vous donner les pouvoirs et les compétences, les capacités, je devrais dire, de votre personnage. Vous avez quelques compétences, mais pas beaucoup. Puis même, c'est pas hyper nécessaire. Vous pouvez faire à l'ancienne. Donc, le faire avec... Non, vous n'avez pas de compétences, pardon. C'est les voix qui vont vous donner les compétences. Mais sinon, tout se fait à l'ancienne, tout se fait au jet de carac, et puis c'est tout. Donc ça, c'est très pratique, et ça, c'est très bien. C'est justement pour ça que je l'aime bien, il est léger. L'univers est sympa, même s'il est... il n'y a pas d'univers, en fait. Vous avez les clés. En contemporain, vous avez des modules. Vous les activez, vous les désactivez en fonction de vos besoins et des histoires que vous voulez raconter. Par exemple, je vais vous le dire, mais avec ce bouquin-là, vous pouvez faire des histoires de super-héros, des histoires d'horreur, des histoires de zombies, des histoires cyberpunk. Vous pouvez faire quoi encore? Je regarde. Du pulp aussi, pur et dur. Vous pouvez faire du super spy, donc James Bond et compagnie. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment plein de choses possibles. Et c'est presque un système générique. Enfin, c'est un système générique en soi. Et c'est vraiment génial pour ça. Et, comme dit, ça, voilà, ce MOOC, ce demi-bouquin, là, qui coûte quand même, malheureusement, 40 balles, si vous le voulez. Mais avec ça, vous pouvez jouer. Vous n'avez pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de plus de matériel, c'est vraiment suffisant, et c'est ça que j'aime bien aussi dans le jeu. C'est que c'est pas Donjons et Dragons, c'est pas Pathfinder, où il faut un triptyque, voire plus, pour arriver à jouer. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à la question, et j'ai pris un peu de temps, mais c'est des jeux qui méritent d'être remis en avant régulièrement, parce que ça change du Big Free, quoi. Donjons et Dragons, Warhammer, Cthulhu. Voilà. Et donc, je vais passer à la quête. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est... Fairies. Donc, ce sont des fées. Alors, j'ai un petit souci, je reviens de l'autre côté, j'ai une petite manipulation à faire. Voilà, je réactive ma webcam toute pourrie. Bonjour, bonjour. Et on va essayer de jeter le dé dans un endroit où on peut le voir. Alors, je sais pas si... le jaune et noir, ça se voyait mieux. Je vais essayer de le rapprocher. En gros, j'ai fait un 2. Donc le 2, qu'est-ce que j'ai avec un 2? Un 2, il faut que je crée un NPC lié à des fées. Et on va revenir sur la caméra principale. Voilà. Alors, un NPC féerique. NPC féerique. Qu'est-ce qu'on va créer comme NPC féerique pour mon univers? Puisque, à chaque fois, comme je vous l'ai dit, s'il y a des choses à créer, ce sera généralement dans le cadre de mon jeu de rôle, de mon univers, Silbertal. Et je vais pouvoir créer un des persos féeriques.
Et je pense que si je crée un perso féerique, ce sera le premier perso féerique que mes joueurs pourraient rencontrer. Et je vais en faire quoi? Je vais en faire un éclaireur. Alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, et ça n'a strictement aucune importance pour ce personnage-là pour le moment, puisque l'idée c'est d'en faire un personnage qui va un peu prendre l'idée de la fée à contre-pied. C'est pas la petite fée espiègle, au contraire, là c'est en gros la première fée quasiment qui vient de revenir à Middelheim, hein, enfin, même si c'est pas Middelheim que je l'ai appelé, mais qui revient sur le plan des humains. Et donc, cette fée ne sait pas dans quoi elle met les pieds, mais c'est elle qui a été désignée, ou qui a été volontaire d'ailleurs, pour prendre le premier risque et d'aller voir si c'est safe, si c'est sûr d'aller sur le plan des humains. Sachant que ça fait des milliers d'années que la connexion avait été rompue. Donc, même si du côté des personnages féeriques, ils se rappelaient encore de leur histoire, ils se rappelaient encore de ce qui s'est passé et de pourquoi tout ça avait été rompu, les humains, eux, ont oublié dans la grande majorité. Et donc, quand elle sort de son portail, qui est en pleine forêt, forcément, la forêt qu'on a construite hier au nord, si jamais donc, mes joueurs vont dans cette région, c'est là qu'ils vont la croiser, et cette fée-là va être, comment dire, elle va être, donc ça va être dur de la voir parce que c'est une éclaireuse, donc il va falloir, non, apparemment, Claire c'est une femme, c'est une éclaireuse, et donc il va falloir que mes joueurs la captent, la voient, se rendent compte qu'ils sont suivis, se rendent compte qu'ils sont observés. Ce qui va être dur, parce qu'une petite fée machin qui vole d'arbre en arbre, ça va être dur. Mais ce sera faisable, bien sûr. On rendra les choses de plus en plus simples jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte. Et elle est comment? Alors, au niveau... Donc, on va essayer de faire le Hogas. Donc, déjà, j'ai pas créé son nom encore, et ça, c'est pas bien, parce que d'habitude, j'ai dit, j'essaie de créer son nom. Alors, on va essayer de partir sur... Alors, création de nom. Je vous avais dit que j'avais une technique, c'était que j'ai honteusement piqué à Guy Sklanders. Enfin, c'est lui qui m'avait présenté la technique, et ça me plaisait bien. Alors, ma petite fée, je la verrais bien partir du prénom Mallory, mais seulement je vais le modifier, parce que je ne vais pas utiliser Mallory, c'est chiant d'utiliser vraiment, on est dans un univers fantasy. Donc, on va pas... Melin... Alors, Mal ou Mel? Alors... C'est compliqué. C'est compliqué surtout de m'enregistrer, d'en parler en même temps que je réfléchis au point. Mel, je préfère Mel que Mal, ou Mille, mais Mal, c'est pas une bonne idée. Alors, on va partir sur... Mille. Milo... Alors, Milori, ça fait con. Milori, ça fait con... donc on va changer la dernière consonne, ce sera Milo... Qu'est-ce qui me reste comme bonne consonance là-dessus? On va pas utiliser un T, Miloti, Milori, Milosi, Miloki... Miloki, non, pas une bonne idée. Eh ben je vois bien, alors je sais pas si pour moi ça sonne à peu près juste. Je vais prendre une prononciation un peu latine, je vais prendre Miloray, Miloray. Et puis voilà. Et donc son occupation, son travail, elle est... Alors soit elle est chasseuse, soit elle est... je la verrais bien plutôt comme étant une messagère ou oui, plutôt une messagère. Une messagère, quelqu'un qui est connu pour
sa rapidité et sa discrétion. Donc si généralement, c'est pas elle qui va porter le courrier du tout venant, elle va porter le courrier des têtes couronnées et probablement même les messages qui sont stratégiques, qui sont classés, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'elle a ce côté rapide, discret et très observatoire, très observante. Et donc, elle serait plutôt correcte comme étant une personne connue et reconnue pour ses capacités en plus de porter les messages. Donc ce serait peut-être une des espionnes de la cour. Ça pourrait être intéressant. On pourrait en faire une espionne et sa couverture, c'est messagère, donc, dans ce cas-là. Et puis voilà. Alors, ça, c'est son occupation. Son but à elle, c'est identifier, son goal, c'est d'identifier si l'humanité existe toujours, si elle est neutre ou amicale, et si une prise de contact est possible, ou si au contraire, il faut considérer ce passage comme étant une ouverture vers un monde hostile. Attitude. Son attitude va être très réservée. Elle ne va rien dire autre que donner son nom, parce qu'elle ne veut pas donner d'infos à un potentiel ennemi. Et ses enjeux à elle, personnels là-dedans, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle fait ça par loyauté. Et pourquoi est-ce qu'elle est loyale envers la couronne? Parce que son frère était son frère était aussi un messager qui a été attaqué. Et au lieu de rejeter la cour, au lieu que la reine ou le roi rejette ce messager, ils ont accepté leur responsabilité dans le fait qu'il s'est fait attaquer dans le cadre de son métier, et qu'il est toujours encore payé, bon, pas autant que ce qu'il était avant, mais il est toujours autant payé, et il reste en service actif. Il n'a pas été rejeté immédiatement, malgré le fait qu'il ait été blessé, et qu'il soit handicapé. Voilà. Genre, peut-être il vole plus, une connerie comme ça, vraiment un handicap lourd dans l'univers des fées. Mais malgré tout, il est conservé au sein du... Et donc voilà, c'est pour ça qu'elle le fait par loyauté. Et je pense que j'ai fait le tour de ce personnage, donc Milorae, la fée espionne exploratrice, qui va être là pour savoir si l'humanité existe encore et si elle est hostile ou pas. Voilà. J'espère que cette petite vous montre un peu l'idée du processus créatif quand je dois créer un PNJ, sachant que je ne l'ai pas staté ni rien parce que ça n'a pas d'importance. Mais voilà, moi je sais que je pourrais utiliser ce personnage-là si jamais j'envoie mes joueurs en forêt. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera demain matin pour la question suivante de RPG A Day, donc ce sera la question numéro 6, et bien je vous dis à tous à demain, ou plutôt comme on dit chez moi, bismourouille.